Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour 6 nouveaux threads d'horreur. J'espère que tu vas kiffer, on perd pas plus de temps et on se lance dans les histoires. On a déjà entendu beaucoup d'histoires d'enlèvement, que ça soit sur des enfants ou bien des femmes. Mais c'est plus rare d'en entendre quand ça concerne les hommes. Et c'est aujourd'hui l'histoire que O'Leary va vivre. C'est un homme de 21 ans qui est finlandais. Et tout ceci se passe le 2 décembre de l'année dernière à Kalamanta en Grèce. Et oui, ça change, on n'est pas aux États-Unis pour une fois. Alors pour vous donner un peu de contexte, O'Leary a fait beaucoup d'autostop. Il est parti de Budapest et a pratiquement traversé 7 pays différents. Tout ça bien sûr en autostop avec des résultats jusque-là positifs. L'histoire commence donc vers 11 h un samedi. Quelques heures auparavant, il s'est réveillé dans son hamac accroché derrière des ruines d'un château. C'est dans le seul endroit en fait où c'est un arbre qui appartient à personne, ce n'est pas un olivier ou quoi. Il est très fatigué du manque de sommeil causé par sa nuit froide et du réveil matinal par les bruits du marché animé de l'autre côté de la rue. Après une rapide visite de la ville et un petit déjeuner, il est temps pour lui de faire du stop. Il fait donc une pancarte avec les mots Athènes et Sparte en grec. Il est sur une route qui mène à un rond-point où la première sortie va vers Aéropoli, la deuxième vers Sparte et la troisième vers Athènes. De nombreuses voitures passent mais presque toutes empruntent la première sortie. Il lui faut au moins 1 heure pour que la première voiture s'arrête. Il s'agit d'une petite voiture blanche assez vieille et usée et au volant, il y a un type plus ou moins âgé d'environ 60 ans. Il a l'air sale, il a les cheveux gras, quelques dents qui manquent et un gros nez rempli de points noirs très visibles. L'homme ne parle pas vraiment anglais mais O'Leary arrive à se débrouiller et comprendre que l'homme se rend à Sparte. Bon, il est un petit peu frustré par le fait que toutes les voitures se dirigent vers Aéropoli, alors il pense à ce moment-là que c'est sa seule chance d'y aller, donc il décide de monter dans cette voiture. Les deux hommes essayent d'avoir des conversations, mais bon, c'est très compliqué pour tous les deux. O'Leary se présente et essaye de lui expliquer d'où il vient. Quant à l'homme, il fume et lui propose une cigarette, mais O'Leary n'en veut pas. Il roule et à peu près 6 km de là où est la ville, l'homme tourne soudainement à gauche et il se retrouve dans une cour. La voiture s'arrête, il se lève et lui fait signe de le suivre, ce qu'il va faire. O'Leary prend ses bagages et se sent un peu confus. Devant lui, il y a une petite maison sur la montagne qui est entourée de moutons et d'oliviers. Il y a un chien qui dort au soleil mais cela ne semble pas le déranger qu'il soit là. Les deux hommes marchent alors jusqu'à un balcon. O'Leary se sent de plus en plus effrayé par cette expérience. Il passe à côté du chien jusqu'à la route, là, il voit 2 camionnettes de l'autre côté de cette route. Les camions sont entourés d'un groupe de chasseurs qui portent des fusils de chasse sur les épaules. Bon, justement, ça lui permet de se sentir instantanément beaucoup plus en sécurité. Donc il continue de marcher un moment sur la route avant qu'une voiture le dépasse. Il fait assez chaud et il est au milieu de nulle part et toutes ses bouteilles d'eau sont vides. Alors il montre aux voitures qu'il n'a plus d'eau et ça fonctionne. La deuxième voiture qui passe va s'arrêter. Il arrive enfin à Sparte et plus tard dans la journée à Athènes en toute sécurité. Mais là à ce moment-là, il sent mauvais. Là c'est simple, c'est clair, il sent mauvais. Donc quand il trouve un endroit pour se laver, il en profite. Avec toutes les expériences qu'il a vécues en faisant de l'autostop, toutes ces personnes sont bienveillantes et d'une gentillesse incroyable, ce qui fait qu'il a fini par baisser sa garde et il a pris un petit peu trop ses aises. O'Leary pense que les humains sont bons par nature, mais faire confiance à chaque étranger est probablement sans doute son problème. À un moment, il est au bar et une jolie femme vient l'aborder. Les deux discutent et au fil de la conversation, elle lui dit que si jamais il n'a pas d'endroit où dormir, elle lui dit qu'elle connaît un endroit où il pourrait se poser dans une maison qui est vide. O'Leary saute sur l'occasion et accepte la proposition. Donc un peu plus tard dans la soirée, elle lui propose qu'il monte dans sa voiture. Ce qu'il accepte. Ils discutent et cette discussion est plutôt sympa d'ailleurs. Petit à petit, il quitte la ville pour aller dans un village où il n'y a pas beaucoup de lumière. Enfin, il y a la lumière de la lune et des étoiles, mais pas grand chose de plus. Ils empruntent alors un chemin de terre et la femme éteint ses phares. Là, ça commence à l'inquiéter, donc il lui demande ce qu'elle fait. Mais elle ne répond pas et elle se contente juste de sourire. Il voit après quelques minutes une maison abandonnée. La femme sort et O'Leary sort à son tour. Il se dirige vers le coffre pour prendre son sac mais il n'a même pas le temps de le prendre puisqu'il y a quelqu'un qui le tient au niveau du cou et qui lui prend les bras. Cette personne le ligote et lui met quelque chose sur la tête. Après ça, il peut entendre la voix d'un homme qui lui dit que s'il fait le moindre geste, ils le tueront. Ce même homme lui dit alors d'avancer. Bon, bien évidemment, comme vous l'avez compris, il avance à l'aveugle, alors c'est pas facile. Il est terrifié et il ne sait pas du tout où cela peut le mener. Il suppose qu'ils vont dans la maison qu'il a vue un petit peu plus tôt. Puisque oui, il a dû monter 2 marches et forcément comme il les voyait pas, il s'est pété la gueule. 2 personnes vont alors se foutre de lui quand il se vautre. Ce
qui confirme que la femme est toujours là avec cet homme. Ils vont alors l'enfermer ensuite dans un endroit où ça pue l'humidité de fou. Et en plus de ça, il peut même pas crier étant donné qu'ils sont venus lui mettre quelque chose au niveau de la bouche. Après ça, il entend des bruits de pas s'éloigner et monter des escaliers. Puis il peut entendre une conversation à moitié en grec, à moitié en anglais. Et il comprend certaines choses forcément en anglais oui, mais pas en grec. De ce qu'il arrive à comprendre, il peut entendre qu'ils sont en train de parler de lui et ils sont en train de se disputer à propos de lui. Apparemment, O'Leary ne correspondrait pas du tout à ce qu'il recherche. Sauf que lui, dans sa tête, il se dit mais qu'est-ce qu'il recherche au juste? À vrai dire, la suite de la conversation va lui donner la réponse à cette question. Et elle est très effrayante. Apparemment, cet homme recherche des êtres humains pour les revendre. Et oui, même en 2024, des gens vendent d'autres gens. La panique s'installe alors dans tout son corps et il essaye par tous les moyens d'enlever ce qu'ils lui ont mis dans la bouche. Mais malheureusement, il n'y arrive pas. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, il peut remarquer que les cris qui viennent d'en haut sont de plus en plus forts. De ce qu'il arrive à comprendre, c'est que l'homme en ce moment prend des gens qui sont malheureusement naufragés d'autres pays. Ou bien il prend dans la rue des SDF qui n'ont pas de famille. À partir de ce moment-là, O'Leary va tirer sur ses liens qui lui tiennent les mains. Et il peut remarquer qu'au final, c'est pas si serré que ça. Il va alors se débrouiller pour se libérer de ses liens, en tirant dessus et en frottant un petit peu sur quelque chose qui a l'air de coupant. Après pas mal de temps, il est quasiment sur le point de casser ses liens. Mais là, il n'entend plus rien à l'étage. Juste des pas qui arrivent dans les escaliers. La porte où il se trouve s'ouvre et ils le prennent par les bras et ils ne lui disent absolument rien. Après quelques pas, il sent qu'il est sorti de la maison. Il avance jusqu'à ce qui semble être une voiture puisqu'ils vont le pousser dans le coffre de cette voiture. O'Leary est terrifié. Ouais, il est petit et très maigre, mais quand même. Comme il le dit, il a beau être un homme, et à ce moment-là, il est effrayé. Il se pisse dessus. Au second degré, bien évidemment. Le coffre se referme et il s'agite. La femme lui dit alors de fermer sa gueule et de se calmer. Autrement, ils vont s'occuper définitivement de lui. Il se calme alors et décide de se concentrer à finir de retirer ses liens sur les mains. Les deux individus vont rentrer dans la voiture et celle-ci démarre. Il peut entendre qu'ils commencent à discuter. C'est très inconfortable pour lui d'être dans ce coffre. Mais après quelques temps, il arrive enfin à libérer ses mains. Une fois ses mains libérées, il va pouvoir enlever ce qu'il a sur la tête. Et du coup, il peut voir qu'ils l'ont mis dans une très vieille voiture. Et il sait pas si c'est un signe, mais le coffre de la voiture est mal fermé. Donc, il doit faire un choix. Soit il reste dans la voiture, soit il saute de cette voiture. De ce qu'il arrive à voir, il peut voir que tout autour de lui, il y a une grande route et de la forêt des deux côtés de la route. Il décide alors de prendre son courage à deux mains et il va sauter de cette voiture. Chose pas évidente, il a fait plusieurs tours sur lui-même et à ce moment-là, il a une douleur à la cheville. Il a clairement dû se péter la cheville en sautant. Mais l'adrénaline parcourt tout son être et il se met sur ses deux jambes et court de toutes ses forces dans la forêt. Il se met alors à l'abri derrière des arbres et court pour s'enfoncer plus profondément dans les ténèbres de la nuit. Mais il peut entendre également que la voiture s'est arrêtée, car il se met à crier et à le rechercher. Il court alors de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il n'entende plus les deux individus. Il marche toute la nuit jusqu'à trouver un petit village et une maison pour lui raconter ce qui lui est arrivé. Les personnes lui demandent s'il veut en parler aux policiers, ce qu'il refuse. Il veut juste reprendre son voyage et ne plus recroiser ces personnes. Et surtout, à ce moment-là, il veut partir de ce pays. O'Leary a fini par quitter le pays en payant un train pour aller autre part, de peur de revoir ces personnes. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread horreur. Grosse entrée en matière, j'ai envie de dire quand même. Petit enlèvement, oh calme, tu veux quoi aujourd'hui? Hop, petit enlèvement. Ah ouais, la Grèce, ça rigole pas du tout. Et moi j'ai bien kiffé ce thread, j'espère que toi aussi. Allez, on va passer au prochain. Quand la lumière brille, les ténèbres ne sont jamais très loin. Peu importe si vous faites attention ou non, le danger rôde partout. C'est ce que l'on va voir dans cette histoire. Flora est une jeune femme de 21 ans et cette histoire la bouleverse beaucoup. Il lui a fallu 4 jours pour écrire ceci, puisqu'elle a fait de grosses crises d'angoisse à chaque fois qu'elle y pensait. Elle est étudiante dans une université et elle vit dans une maison en location avec 5 autres personnes. C'est loin d'être idéal, mais dans le logement dans lequel elle vit, au moins ça évite de devoir payer beaucoup d'argent par mois pour un logement au final assez nul. Flora a beaucoup de chance et la semaine dernière, ses 5 colocs étaient absents pour le week-end, ce qui se produit généralement jamais. Alors elle est ravie d'avoir la maison pour elle toute seule. Donc elle fait ce que toutes les jeunes femmes seules à la maison veulent faire, des trucs auxquels vous pensez. Regarder des films avec un volume assez fort, prendre de longues douches, se promener dans la maison sans soutien-gorge, etc. Il est 22 h, elle finit quelques devoirs et elle se détend avec un verre de vin et regarde Netflix. À un moment donné, elle a l'impression que quelque chose bouge sous le porche.
Bon, elle panique pas plus que ça car ils ont déjà eu un renard dans leur jardin. Et ce sont des petites bêtes qui font beaucoup de bruit sur les porches. Alors elle laisse tomber en pensant que c'est un renard. Après un certain temps, elle entend qu'il y a des tâtonnements pour la deuxième fois. Elle décide alors d'aller vérifier à la fenêtre, mais il n'y a rien. Alors elle retourne vers le salon et un morceau de ciment passe à travers la fenêtre de la cuisine. Quand elle a vu ça, elle a directement crié et flippé. Elle commence à déverrouiller la porte pour aller insulter la personne qui a fait ça. Puis son bon sens a repris le dessus et elle a verrouillé la porte. Flora court vers la porte arrière pour s'assurer qu'elle est toujours verrouillée. Même si elle est en verre, eh bien elle se briserait sûrement assez facilement. Curieusement, à ce moment-là, les paroles de sa grand-mère sont venues dans son esprit à propos de choses que sa mère lui avait déjà dit. Si quelqu'un tente de pénétrer chez toi, eh bien éteins les lumières. Tu connais l'intérieur de ta maison mieux que l'intrus. Alors Flora éteint les lumières du salon et réussit à éteindre la télé, ce qui était relativement difficile car ses mains tremblaient. Son père avait l'habitude de lui donner à elle et ses frères et sœurs des conseils sur les mesures de protection. Directement, elle va dans sa chambre sécurisée à l'étage et elle passe dans chaque couloir pour éteindre toutes les lumières de la maison. Elle monte les escaliers quand elle entend que la poignée de la porte tremble terriblement depuis la porte d'entrée. Elle ne sait pas s'il y a une personne ou plusieurs personnes. Elle ne sait pas non plus s'ils ont réussi à monter la clôture ou non pour passer de l'autre côté de la maison. Flora appelle les services d'urgence sur haut-parleur et elle fixe son couteau de chasse. Tout son couteau est rose et ça contraste avec la situation dans laquelle elle est. C'est totalement ironique sur ce moment-là, car elle se dit qu'elle va peut-être devoir planter quelqu'un avec un couteau de chasse dans le bide. Elle reste dans le noir, tient son couteau dans la main, et ça fait probablement 15 minutes qu'elle attend comme ça. L'opérateur lui dit surtout de ne pas raccrocher, que les policiers arrivent. Puis à un moment, elle entend quelqu'un frapper à la porte. Elle décide d'ouvrir sa porte de chambre et de descendre les escaliers. Au passage, elle peut voir le clignotant des voitures de police à travers les fenêtres. Les policiers ont pris sa déposition et c'est tout ce qu'ils ont fait en fait. Heureusement, pendant ces 15 minutes, elle n'a pas dû assassiner quelqu'un ou même être assassinée. Ah si, il y a une policière qui est restée avec elle dans la maison et l'a aidée à nettoyer les vitres jusqu'à ce que son frère l'emmène chez lui pour passer le week-end. Après ça, elle a pris un rendez-vous avec un médecin pour prendre des médicaments contre l'anxiété ainsi que des médicaments contre les cauchemars. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Si quelqu'un se présentait à vous au téléphone en se faisant passer pour telle personne, mais qu'en réalité, ce n'était pas du tout ce qu'elle prétendait, que feriez-vous? C'est ce que l'on va voir avec l'histoire de Victor. Il nous partage son histoire avant tout pour avertir les gens, car ça peut arriver à n'importe qui. Il habite dans un immeuble séparé sur la propriété de ses parents, assez proche d'eux pour qu'ils puissent s'occuper d'eux. C'est après son dernier accident de voiture. Quoi qu'il en soit, il est rentré du travail et a vérifié si ses parents allaient bien. Et il est retourné chez lui pour aller faire une petite sieste. Il est un petit peu déprimé à cause de son accident de voiture qui s'est passé il y a pas longtemps. Et le seul moyen d'oublier, c'est de dormir. Il doit être environ midi et il dort dans son lit. Le camion de son père est garé. Sa mère a alors répondu à un appel et au bout du fil, elle a un shérif. Il lui dit qu'il appelle depuis la prison de leur comté. Il dit à sa mère que Victor a eu un accident de voiture et qu'il a heurté et blessé une femme enceinte près de la prison du comté. Il a même prononcé correctement le nom de famille qui est apparemment difficile à prononcer. Le shérif dit que Victor est en état d'arrestation car il a blessé une femme enceinte et qu'ils vont bientôt recevoir un appel d'un avocat pour connaître le montant de sa caution. Le shérif laisse même parler quelqu'un qui a pratiquement la même voix que lui. Bien sûr, la mère a paniqué et a appelé le père de Victor. Faut savoir une chose, c'est que sa maman a des problèmes mentaux et que son père a des problèmes physiques. Le père ne peut pas se lever pour vérifier quoi que ce soit, et sa mère sur le coup n'y a pas pensé. Avance rapide et son père téléphone à la petite amie de Victor qui vit avec elle, et il lui raconte toute cette histoire. Sa petite amie vérifie la localisation qu'ils ont tous les trois avec son père et elle peut voir que Victor est à la maison. Alors sa copine l'appelle et lui a directement demandé où il était. Victor lui répond qu'il est à la maison et qu'il essaye de dormir. Elle lui dit d'aller chez ses parents pour leur parler, car il y a un problème apparemment, ce qu'il va faire directement. Sa mère lui raconte ce qui s'est passé, et elle se sent un petit peu stupide car elle n'a pas pensé à aller voir si sa voiture était là. Et puis là, le père dit alors pour rassurer la mère que ce n'est pas logique que son fils emprunte cette route mentionnée par le shérif. Pendant que Victor était en train de dormir, sa mère a alors essayé de rappeler le shérif pour lui parler. Mais cette fois, elle a eu le véritable shérif au bout du fil, et il lui disait que non, il ne l'avait jamais appelé. C'est à ce moment-là que le shérif, le vrai, est arrivé chez ses parents. Victor est resté pour écouter ce que sa maman disait aux policiers. Sa mère était paniquée et elle a imaginé qu'il avait eu un accident. Le shérif a essayé de la rassurer, lui disant que non, il n'y avait rien.
qu'elle pouvait le voir, qu'il était présent, qu'il n'a jamais été arrêté ou quoi que ce soit pour une femme enceinte blessée, enfin bref des charabia chelous. Il faut savoir que ces appels sont des arnaques pour essayer de faire lâcher de l'argent à des gens un petit peu crédules, en leur disant qu'il y a un de leurs proches qui est en prison et qu'il faut payer une caution pour les libérer ou quoi. Et bien évidemment, la cible prioritaire de ces gens-là sont des personnes un petit peu âgées. Mais attention, ça n'arrive pas qu'à des personnes âgées, hein. Faites gaffe quand vous recevez des appels indésirables. Voilà, si, hop, tu raccroches, hein. Pas de soucis, faut raccrocher, j'en ai plein des fois des appels. C'est je sais pas qui, des démarchages téléphoniques. Alors peut-être des fois c'est des vrais, mais des fois c'est pas vrai, donc il faut faire attention. Faites gaffe, restez à l'affût, ne donnez jamais vos cartes bancaires ou quoi en ligne, hein. Personne, si vraiment SFR ils ont besoin de toi, tu vas en magasin. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, faites attention en ligne et par appel. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Alors juste avant de commencer ce thread d'horreur, j'aimerais te dire que si tu veux soutenir, n'hésite pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait très plaisir. Surtout en ce début de mois de juillet, puisque le mois de juillet sur YouTube c'est l'un des pires, c'est clairement le pire en fait. Tout le monde part en vacances, hein, j'aimerais bien partir en vacances, mais non. Voilà, mais si toi t'es en vacances, profite clairement de tes vacances, et si tu ne l'es pas, j'espère que tu vas pouvoir te détendre un petit peu avec cette vidéo. Et voilà, si tu veux soutenir, n'hésite pas, petit pouce bleu, ça aide énormément, surtout en ce mois qui est pas exceptionnel, on le sait. Allez, on reprend avec l'histoire. Alors attention, histoire choquante avec des passages sur la guerre au Moyen-Orient et de la chair déchiquetée. Donc voilà. Ethan est actuellement marié depuis 2 ans et rencontre des difficultés financières. Pour cette dernière raison, il pense qu'il est grand temps de réfléchir à ce que son ami lui a dit pour l'aider à résoudre son problème. Il voudrait qu'il rejoigne l'armée. Après avoir fait toutes les procédures et examens, il doit signer le dernier document pour pouvoir déjà être envoyé en formation de base. Mais il hésite car il veut pas aller à l'armée pour un poste à temps plein. Il préfère être dans le poste de réserve. Alors ce soir-là, il va à l'église et parle à un ancien agent de sécurité qui a été embauché par son église depuis un incident survenu il y a des années au cours duquel il y a eu une fusillade. L'agent de sécurité, que l'on va appeler Juan, écoute ce que Ethan lui explique comme quoi il va sûrement rejoindre l'armée et il le félicite. Mais juste après, il le prévient des conséquences qu'il peut y avoir. Surtout après ce que l'on peut subir en tant que vétéran. Ethan lui demande alors pourquoi il dit ça. Et Juan lui dit qu'il appartenait à un groupe d'opération très spécial dans ses jeunes années. Il lui montre son tatouage et il s'agit d'un Black Ghost, enfin de ce qu'il se souvient. Puis Juan enchaîne et dit c'était une force d'élite mais rien n'est gratuit. Tout a des conséquences. Il lui raconte comment il est entré dans l'armée et lui a ensuite expliqué comment, lorsqu'il était plus jeune, il vivait dans un autre pays d'Amérique centrale. Et il était dans l'armée de ce pays. C'était rien d'extraordinaire, juste du travail de police. Son capitaine lui a fait part d'une opportunité qui s'est présentée à eux le lendemain. Tous les soldats locaux ont été invités à se présenter. Puis le caporal leur a parlé de la possibilité d'obtenir la citoyenneté américaine s'ils rejoignaient l'armée américaine, puisqu'ils devraient repousser certains ennemis quelque part au Moyen-Orient. Après une nouvelle formation, Juan et quelques autres membres de son régiment sont maintenant dans l'armée américaine. Juan s'est fait des amis, notamment un qui s'appelle Jake. Puis enfin, il est temps que le groupe de Juan soit envoyé au Moyen-Orient pour repousser ses ennemis. L'armée leur dit que ce ne sera pas difficile, que c'est juste quelques petits rebelles locaux ici et là. Ethan sait que sur le récit il manque beaucoup de détails comme la guerre à laquelle il a participé, l'époque où laquelle il y est allé, mais bon, il n'a pas tout retenu et il s'en excuse. Juan et ses collègues arrivent sur place et dorment. Le lendemain, ils sont envoyés tôt à l'endroit où ils étaient censés se rendre et voilà. Maintenant, ils ont compris pourquoi cette zone est si importante et pourquoi c'était si grave. C'est un champ de pétrole. L'État américain avait découvert une énorme quantité de pétrole et les États-Unis voulaient l'extraire. Juan dit à Ethan que lui et Jake parlaient avec désinvolture quand soudain, le visage de Jake a explosé. À partir de ce moment-là, certains morceaux de Jake sont arrivés sur lui. Juan est tellement choqué qu'il ne réalise pas que son meilleur ami vient de recevoir une balle dans le visage d'un tireur d'élite. Ensuite, ce dont Juan se souvient, c'est du bain de sang qui était en train de couler. Le sable est maintenant rouge à cause de tout le sang provenant du côté ennemi et du côté américain. Nombreux de ses amis ont été abattus et ce qui s'est passé ensuite le marque pour le reste de sa vie. Juan a été poignardé par un rebelle ennemi qui s'est avéré plus tard être un véritable soldat du Moyen-Orient. Il était touché sous son poumon. Après ça, Juan a soulevé sa chemise pour montrer à Ethan la cicatrice qui était vraiment épaisse et très large. Revenons au champ de guerre et le couteau de combat est toujours sur lui lorsque le soldat rebelle a de nouveau chargé sur lui. Tout ça pour le poignarder de nouveau avec un couteau de combat secondaire.
Juan a alors sorti le couteau de son corps et a réussi à attaquer le soldat et à le faire tomber au sol. Après un combat intense, le soldat a laissé tomber le couteau. Juan l'a ramassé et il l'a mis sur le soldat. Il a saisi le couteau, l'a placé sur le cœur de ce soldat et l'a poussé de toutes ses forces sur sa poitrine. Le soldat s'est débattu comme il le pouvait pour éloigner le couteau de sa poitrine, mais il savait que un des deux devait mourir, c'était soit lui, soit ce soldat. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, vous n'êtes plus vous-même. Son instinct s'est réveillé. Juan a poignardé le soldat directement au cœur. Le soldat a crié des mots dans sa langue, et quand il les a traduits plus tard ces mots pour comprendre ce que c'était, c'était des cris de miséricorde. Quand il s'est enfin relevé, il a vu la plupart des soldats et amis étendus dans des mares de sang, avec des morceaux de corps ici et là. Après cet incident traumatique, il savait qu'il ne pourrait jamais oublier tout ça. L'odeur du sang, ça sentait clairement l'abattoir humain. L'odeur était tellement intense qu'il s'en souvient, même quand il raconte son histoire à Ethan. Quelques secondes après ce combat avec le soldat, Juan s'est effondré et il s'est réveillé dans un lit d'hôpital quelques jours plus tard. Résultat, il a perdu beaucoup de sang dû à sa plaie au ventre. Il avait de multiples blessures par balle sur tout le corps. Il n'était pas un homme religieux, mais après être le seul à avoir survécu à cet incident, et où même il n'aurait quasiment dû pas survivre, c'est le seul qui ait survécu. Plus tard, il s'est fait baptiser dans l'église d'Ethan et a ensuite consacré sa vie à Dieu. Il lui a dit que cela ne valait pas la peine d'aller à l'armée et de réfléchir sérieusement à sa décision. Ce qu'Ethan a fait et il a décidé de poursuivre son entreprise à la place. Une semaine plus tard, il a reçu une nouvelle incroyable. Sa femme était enceinte et s'il y serait allé, il aurait sûrement raté la naissance de son fils. Il n'oubliera jamais Juan qui l'a convaincu de ne pas y aller et d'avoir pu faire ce qui lui plaisait vraiment. Voilà, histoire de fou, on va pas revenir point par point parce que c'est une histoire de fou. Voilà, je pense qu'on va passer à la prochaine histoire. On a tous eu à un moment dans notre vie peur. Peur de quelque chose, que ce soit quand on était petit, ado, adulte ou même âgé. On a eu des peurs, c'est clair. Et si les peurs de votre enfant, comme les monstres sous le lit, étaient réelles? Et si les monstres existaient vraiment et qu'ils vivaient parmi nous sans que nous le sachions? Auriez-vous peur? Tout commence l'été 2023, Samalia, sa sœur aînée et sa cousine font un voyage au Mexique pour rendre visite à leur famille. Ils vivent dans une petite ville aux allures de ranch. Dans cette ville, il n'y a pas de nom officiel, pas de route pavée, juste des sentiers de terre qui mènent à d'autres maisons et un tout petit magasin de bonbons. Les maisons dans cette ville sont typiques mexicains, la maison de son grand-père a un long couloir avec environ 4 portes toutes sur le côté gauche et le côté droit sont des portes coulissantes pour sortir. Ce n'est en aucun cas petit. Tout en bas se trouve la porte de la salle de bain, tandis que tout droit se trouve la cuisine ouverte. Sa sœur, sa cousine et Samalia séjournent dans l'une des chambres, pour être plus exact, la 3e. D'ailleurs, c'est la chambre des petits cousins quand ils ne sont pas en visite. Ils leur ont laissé le temps de leur voyage. Eux sont partis dormir chez leur tante le reste de leur séjour. Ce n'est en aucun cas un lieu terrifiant, enfin le jour, car quand la nuit arrive, c'est tout autre. Il fait si sombre dans la chambre qu'elles n'arrivent pas à voir leurs mains devant leur visage. C'est une chose qu'elles n'ont réalisé qu'après quelques temps. Quoi qu'il en soit, Samalia et ses cousines étant au milieu de nulle part, c'est difficile d'avoir internet. Surtout quand tout le monde essaye de capter un signal. Donc c'est la nuit que les filles essayent d'avoir internet car ça va beaucoup plus vite et elles regardent des animés. C'est des épisodes sur YouTube qu'elles regardent pendant des heures la nuit. Leurs familles qui les accueillent sont d'ailleurs parties à Tijuana pour préparer quelques papiers afin qu'ils viennent en Amérique. Elles sont donc toutes les 3 plus leur grand-père. Les 3 filles continuent leur petite routine qu'elles ont développée. Samalia et sa sœur se blottissent pour regarder l'épisode pendant que leur cousine dort profondément dans le lit à côté d'elle. Depuis le début de leur voyage, elles se sont habituées aux petits insectes la nuit qui entrent et fait du bruit. Mais elles commencent petit à petit à entendre autre chose. Cela semble beaucoup plus grand qu'un simple insecte. Sa sœur met l'épisode en pause et elle regarde le plafond pour se concentrer sur leur audition. Tout ça pour essayer de situer d'où vient le bruit. Et qu'est-ce qui fait ça ? Cela ressemble à un glissement ou à des sandales sur un carrelage qui glisse vigoureusement d'avant en arrière. Les 2 sœurs se regardent et elles peuvent entendre que ce glissement se rapproche. Puis d'un coup, ça glisse dans le couloir d'un bout à l'autre très vite. Samalia a l'impression que son cœur va exploser. Elles ne sont pas naïves sur ce qu'il y a dans les montagnes, ni sur le genre de visiteurs qu'elles peuvent rencontrer si elles n'ont pas de chance. Sa sœur hausse les épaules et lui dit de continuer l'épisode. Les semaines passent et ce genre de phénomène ne manque pas une nuit. Les 2 sœurs ont décidé de ne pas le dire à leur cousine, car elle a peur facilement pour rien.
Leur grand-père est un très vieil homme, donc elle pense que lui dire n'est pas la bonne chose à faire. Le grand-père a juste besoin de profiter de ses poules et de ses dindes. Il n'a pas besoin de savoir qu'il y a quelque chose de terrifiant la nuit. Puis un soir, elles sont en train de regarder leurs épisodes et cette glissade se fait entendre comme à son habitude. Samalia n'a jamais fait attention à l'heure où se produisait ce phénomène, mais elle nous dit qu'elle pense qu'il n'y a pas vraiment d'heure précise. Et là, à cet instant, le glissement semble être encore plus rapide que les autres fois, jusqu'à ce qu'elles entendent que ça s'est arrêté juste devant leur porte. Sa sœur arrête l'épisode et Samalia se rapproche d'elle le plus possible. Elle n'arrête pas de lui demander si elle a entendu que ça s'est arrêté devant leur porte. Sa sœur lui dit de se taire et lui dit que non, ce n'est rien. Mais à ce moment-là, Samalia ressent de la pure peur au plus profond d'elle et la frustration à l'idée que sa sœur nie que quelque chose d'anormal se passe. Puis le glissement est revenu, mais cette fois dans la chambre. Sa sœur tire rapidement le drap sur elle et s'allonge sur le ventre. Puis là, les deux filles entendent le doux impact de chaussures s'écraser. Sa sœur continue à mettre son doigt sur ses lèvres pour lui faire signe de ne pas parler. Alors Samalia fait de son mieux pour se taire. Les yeux de sa sœur sont écarquillés et concentrés sur l'écoute de l'endroit d'où peut venir cette chose. Et malheureusement, il y a les ronflements de sa cousine, donc c'est assez difficile. Les deux filles entendent que ça fouille sur des objets au sol. Puis elles entendent de nouveau le glissement étouffé, comme si cette chose quittait la pièce. Puis elles entendent que cette chose passe petit à petit par la cuisine, puis remonte dans la salle de bain. Sa sœur n'enlève pas la couverture, mais elle lui dit qu'il est l'heure d'aller dormir. À l'heure qu'il est, Samalia ne sait toujours pas ce que c'est que cette chose. Elle n'était que 4 dans la maison, et la fissure qu'il y avait dans la porte ne peut pas faire rentrer plus qu'une petite araignée, et encore. Mais elle peut toujours ressentir la frustration de sa sœur quand elle lui dit d'aller dormir. Peut-être que sa sœur connaît plus de choses qu'elle ne veut bien lui dévoiler. Histoire très étrange ma foi. Allez, prochain thread d'horreur. « 1990 et 1980, c'était il n'y a pas si longtemps que ça si on y regarde un petit peu, 30 ou 40 ans. Mais tout était si différent de nos jours. Il n'y avait pas toutes les technologies de nos jours et toutes ces préventions. Et c'est ce que l'on va voir dans cette histoire. Aujourd'hui, on va suivre Lily qui est née vers la fin des années 80 et a grandi dans les années 90. Elle se souvient quand on lui a acheté son premier vélo et avoir commencé à explorer la région dans laquelle elle a grandi, c'est-à-dire dans le nord de l'état de New York. Dans les années 90, cet endroit est plus rural, avec des regroupements de quartiers ici et là. Lily habitait près d'une ancienne décharge fermée et la route principale reliait de nombreux semi-remorques à certaines usines d'une ville voisine qui doit être à 5 minutes à vélo. Dans leur quartier, il y avait une vieille église baptiste fondée par un ancien hippie qui d'ailleurs donnait beaucoup pour la communauté. Le père de Lily était un grand buveur et aimait la pêche, la chasse et d'autres choses comme ça. Et tout leur donnait une excuse pour boire et tuer des animaux. Super. Nice. À un moment donné, son père a même fini par conclure un accord avec le pasteur et le monsieur qui possédait un étang pour stocker le poisson. Puisqu'à l'époque, son père et ses amis ont commencé à devenir de sérieux pêcheurs compétitifs. Mais à un moment, son père a dû vendre sa part pour continuer à boire de l'alcool. Mais il pouvait quand même continuer à pêcher puisque ses amis l'autorisaient à venir. Et donc Lily y allait des fois pour aller nager ou pêcher. L'étang se situe à environ 5 minutes de chez elle. Donc un jour d'été en 1995, sa mère et elle ont entendu parler aux informations qu'il y avait une vague d'enlèvement. Elle ne se souvient pas si l'alerte Amber existait à l'époque. Alors sa mère a décidé de dire un nom de code avec Lily. Sa mère lui a dit que le mot cornichon fera l'affaire. Et donc elle l'a prévenu que si quelqu'un essayait de la convaincre de monter dans sa voiture ou s'il y avait un homme bizarre ou une femme, eh bien elle devrait dire cornichon. Avance un peu rapide et Lily est à l'étang. Ses amis sont partis il y a pas longtemps. Son ami Denis était plutôt en colère car il était très sérieux au sujet de la pêche. Et donc ils ont décidé, lui et son frère, de partir, laissant Lily toute seule sur la route du retour. Puisque une fois passé une ferme, la route va directement vers la ville, alors que sa maison est sur un chemin de terre sur la droite. Elle arrive donc vers cette route et s'apprête à tourner. Elle n'a pas du tout remarqué qu'elle était suivie par un pick-up de couleur beige depuis tout à l'heure. Dans cette voiture, il y avait un type aux allures de Cletus des Simpsons. L'homme la salue et lui dit que son papa et sa maman l'attendent dans un restaurant local pas très loin et lui donne le nom du restaurant. Et elle connaît ce restaurant. Il lui dit alors que ses parents lui ont demandé de venir la chercher et qu'ils vont y aller ensemble, comme ça ils pourront tous manger ensemble. Elle a immédiatement pensé à ce que sa mère lui avait dit. Et elle a commencé à ressentir un mauvais sentiment, comme si elle était en danger. Alors Lily lui a dit que ses parents donnaient un mot spécifique à leurs amis pour venir la chercher, et qu'elle attendait ce mot de passe. Et que du coup, de toute façon, s'il était leur ami, eh bien il devait connaître ce mot de passe. L'homme s'est mis alors dans une colère noire et il a commencé à insulter Lily. Mais Lily est certaine d'une chose, c'est que cet homme a une arme à feu.
même si elle ne l'a pas vu, mais il a commencé à tâtonner dans son camion pour chercher quelque chose. Elle s'est retournée et a commencé à rouler sur sa route et à crier à l'aide en disant qu'elle était en danger. L'homme a roulé pour essayer de la suivre, mais a sûrement décidé qu'elle faisait trop de bruit et elle était pratiquement arrivée chez elle. Quand elle a passé le portail de chez elle, l'homme a fait demi-tour et est enfin parti. Quand elle est rentrée dans sa maison, sa mère est là et Lily était hystérique. Sa mère lui a alors demandé pourquoi elle était comme ça. Lily lui raconte ce qui s'est passé, mais sa mère ne l'a pas cru. Elle l'a juste calmée. Elle lui a dit qu'elle avait fait la bonne chose, mais qu'elle avait quand même du mal à la croire. Sa mère a également grandi dans la même ville qu'elle, et rien de tel ne lui est jamais arrivé. Donc pour elle, c'est impossible que Lily se soit fait suivre comme ça par quelqu'un. Quelques jours plus tard, un de ses amis lui a raconté une histoire similaire à propos de ce que son fils a vécu dans une autre partie de la ville. La police a ensuite été impliquée et ils sont venus lui parler. Et Lily lui a raconté ce qui s'était passé et la description de l'homme, du camion, etc. Elle n'a jamais su si cet homme avait été attrapé. Et Lily est toujours très énervée envers sa mère qui ne l'a pas cru. Mais maintenant elle peut comprendre la confusion de sa mère qui, au lieu de réaliser, a essayé de la consoler et de garder un œil sur tout. Elle aurait pu faire les deux, la consoler et la croire, mais bon bref. Son père par contre était très vigilant à ce sujet et lui demandait tout le temps quand elle sortait si quelqu'un ressemblait à ce type. Et dès qu'il croisait un camion, il lui demandait si c'était le camion qu'elle avait déjà vu. Elle espère juste que cet homme n'a jamais fait de mal à un enfant. Et voilà. C'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, t'oublie pas, petit pouce bleu et abonnement. Et si jamais tu veux plus de thread d'horreur, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.